Amis culturels, bonjour et merci d'être de notre invité de Cultura, Maxime Ndebeka. Maxime Ndebeka, il faut dire que c'est le plus grand poète vivant du Congo, pour ne pas dire congolais, qui vit donc en France et qui est en séjour ici au pays. Et nous avons réussi à mettre la main sur Maxime Ndebeka. Maxime Ndebeka est notre invité. Bonjour Maxime Ndebeka. Bonjour, Et bonjour. bon, c'est pas toujours facile, il faut dire, n'est-ce pas? Pour vous avoir, plus d'une fois, on a tenté, n'est-ce pas, de réaliser cette émission. On n'a pas pu, mais c'est parti pour aujourd'hui. Oui, vous avez réussi. Alors, voilà, Maxime Ndebeka, il faut dire, c'est l'auteur de Soleil Neuf, paru aux éditions Clés en 1969. Le président, paru aux éditions Oswald en 1970. Une pièce de théâtre qui a connu une réédition chez l'Harmattan en 1998 avec une traduction allemande en 1998 et diffusée par Radio Berlin Est. En 1975, Maxime Ndebeka publie L'Oseille et le Citron, un recueil de poèmes chez Jean-Pierre Oswald, et Les Signes du Silence, un recueil de poèmes paru aux éditions Saint-Germain-des-Prés en 1976. Les lendemains qui chantent, une pièce de théâtre parue aux éditions Présence africaine en 1983, diffusée par RFI en 1992. Équatorium, chez Présence africaine, une pièce de théâtre en 1987, avec une traduction américaine et une mise en espace à New York en 1986, diffusée par RFI, Radio France Internationale, en 1989. La danse de Kumba ensorcelée, un recueil de poèmes paru aux éditions Publicide en 1988. Le destin de l'immortel Phoebus, une pièce de théâtre inédite, diffusée par Radio France Internationale en 1990. Vécu au miroir, un recueil de nouvelles paru chez Publicide en 1991, Paroles insonores suivies de Les Signes du Silence, recueil de poèmes paru chez l'Harmattan en 1994, Le Diable à la langue queue, une pièce de théâtre chez Lanceman Éditeur en 2000. Voilà, en 2000. Quelque part ailleurs, nulle part, pièce de théâtre présentée à la Halle au Grain de Blois en mai 2003. L'âge sel piment à la braise, un roman chez Dapper en 2003 également. L'âge d'or, le jardin de l'art, livre d'artiste en collaboration avec le photographe Thierry Gardan, inédit. Toi, le possible chimérique, voilà, nous avons Toi, le possible chimérique. Toi, le possible chimérique, suivi de Les divagations de rêveurs insomniaques, Le manteau et la lyre, Obsidiane en 1995. Et donc, l'oseille. En 2015. En 2015, merci. En 2015, merci, Maxime. Alors, donc, voilà, les citrons qui également, l'oseille et les citrons qui ont connu cette réédition en 2015 également. 2016, voilà. Alors, lorsqu'on a présenté, n'est-ce pas, cet ensemble, et il faut dire qu'il y a un recueil qui n'est pas souvent présenté, lorsqu'on présente la biographie de Maxime Ndebeka, c'est un recueil qui était, n'est-ce pas, des poèmes qui étaient regroupés, qui étaient publiés d'abord en papier stéréotypé et regroupés, n'est-ce pas, en un recueil avec la collaboration, édité avec la collaboration du Centre culturel français oui. En 1966. 66, oui, 66. Voilà, et vous nous donnerez le titre. Poèmes maigres et aigres. Voilà, Poèmes maigres et aigres, voilà. Et c'est un recueil qu'il faut dire qu'il n'est pas souvent signalé parce que lorsqu'on parle de Maxime Ndebeka, généralement on commence avec Soleil Neuf en 1969. C'est cela. Bon, pourquoi cette omission? Il y a une explication à cela? Non, parce que bon, ce sont des poèmes voilà, de jeunes débutants. Bon. Je ne dis même pas de débutants, mais de jeunes débutants. Oui. Puis quelques poèmes ont été repris dans Soleil Neuf. D'accord, ok. Alors, lorsque je prends L'Oseille et le Citron à la page 29, nous avons 980 000. Encore une année, grillant au soleil des œufs vides
une année creuse, une année qui ne porte aucune trace de temps, une année qui n'a pas existé, année méconnue. Hier, elle boitillait, aujourd'hui, elle se raccourcit. Encore une année aussi petite qu'un atome, prise et rangée par des ombres, les jours ont raccourci. La lune perce à peine la nuit. Osera-t-on demander au soleil pourquoi sa route est moins longue? Osera-t-on demander à la lune si les couloirs de la nuit sont déserts? Osera-t-on se demander pourquoi les seins des femmes sont secs? Pourquoi les fleuves ont tari? Pourquoi les greniers de la terre soignent? Pourquoi les réservoirs du ciel sont vides? Pourquoi la vie diminue? Pourquoi la vie diminue ici? Et pourquoi elle s'allonge là? Un côté se nourrit-il? Un côté ne nourrit-il pas un autre? Qui osera? Qui osera? Qui osera? Nous oserons 980 000, nous sommes 980 000 affamés, brisés, abrutis. Je m'arrête là, Maxime Debeka. J'aurais dû commencer, j'aurais dû continuer, mais je m'arrête là pour parler, n'est-ce pas, de ce poème historique. Et aujourd'hui, lorsqu'on cite Maxime Debeka, il y a cette référence à 980 000. Hélas. Pourquoi? Comment justifiez-vous cette référence? Pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, Maxime Debeka, le nom de Maxime Debeka est, je dirais aujourd'hui, naturellement, n'est-ce pas, collé à 980 000? Je dis hélas, parce que j'ai écrit autre chose, voilà, bien d'autres poèmes. Ah oui. Mais c'est vrai, il est vrai que au Congo, en Afrique et ailleurs, Maxime Debeka, c'est 980 000. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'ailleurs aussi, on ne sait plus, 980 000, comme disait Sylvain Bemba, est tombé dans le domaine public et il y a des gens qui ne savent plus qui l'avait écrit. Bon. Ce poème a été repris, mis en musique, en rock hard. Là, même cette année, il y a en France un musicien qui est en train de sortir un disque voilà, à partir qui a fait une musique sur ce poème et va sortir un disque. Mais en fait, je suis surpris moi-même. Je n'ai pas imaginé un seul instant que ce poème prendrait cette dimension. Mais en y réfléchissant, alors je dis non, c'est-à-dire que ce poème est toujours actuel, c'est-à-dire qu'il y a, pas au Congo seulement, dans le monde, et avec la mondialisation, il y a de plus en plus de misère, il y a, je dirais, de plus en plus d'inégalités, et il y a une infime partie qui concentre toutes les richesses mondiales. Voilà pourquoi ce poème parle de plus en plus aux gens du monde. Et il a été taxé de très révolutionnaire, ce poème. Bon, alors que moi, je le trouve pas très révolutionnaire peut-être, puisqu'à la fin, les 980 000 ne disent qu'une seule chose. Allons arracher notre part. Donc ils reconnaissent aux autres une part. Ils ne disent pas, bon, allons tout prendre, mais allons arracher notre part. Donc il y a ce problème d'inégalité sociale ces inégalités qui se sont creusées en tout cas. De la redistribution des biens. Voilà. Ouais. Et la situation est mondiale. Voilà pourquoi ce poème partout, que ce soit en France, en Afrique, un petit peu partout, et même en Amérique latine, ce poème est repris. Mais je n'ai pas, quand je l'ai écrit, je n'ai vraiment pas imaginé qu'il prendrait une telle ampleur. Voilà. Et pourtant, avant 980 000, on sait qu'il y a Soleil Neuf. Donc, généralement, enfin, on aurait dû, et d'aucuns se demanderaient là également, pourquoi Soleil Neuf, pourquoi 980 000? Mais Soleil Neuf, en fait, c'est le titre Soleil Neuf, c'est qu'il y a, je suis un enfant, un adolescent, quelqu'un d'une génération d'après les indépendances. Donc, nos parents, nos pères, nos grands-pères ont lutté pour l'indépendance. Arrivent les indépendances, on a espéré, on a attendu, on a cru que le bonheur viendrait, que tout c'était la faute du colonisateur. Voilà.
Et là, progressivement, petit à petit, on se rend compte que, même dans Soleil Neuf, il y a un texte qui dit que voilà, ben, on n'a fait que noircir les fauteuils du pouvoir. C'est que le pouvoir fonctionne toujours de la même façon. Et vient alors, surtout avec, chez nous, ça a été marqué par les événements de la révolution de 1963. On dit que non, voilà, on va repartir. Les soleils anciens, ce n'était pas tout à fait ça. Il faut des soleils neufs. Donc, on va, le jour maintenant va vraiment bien se lever. Donc, vraiment, on va vers, à partir de 63, là, vraiment vers le développement. Et à l'époque, on disait, bon, dans quelques années, dans 10 ans, 15 ans, on allait importer de la main-d'œuvre. Et patatras, petit à petit, et dans Soleil Neuf, vers la fin, on sent le désenchantement. Oui, il est là. L'amertume est là. Et cette amertume qui va beaucoup plus apparaître dans L'Oseille et les citrons. Alors, Maxime Debeka, lorsqu'on lit Soleil Neuf, 980 000, L'Oseille et les citrons, naturellement, on a le poète, on a le militant. Et tout à l'heure, en parlant de 980 000, vous avez dit que c'est un poème qui était taxé de beaucoup de révolutionnaires, ou d'une forte dimension révolutionnaire. Naturellement, cela transparaît, cela est tellement évident. Aujourd'hui, on pourrait dire que Maxime Debeka, le poète, a marché tout à côté pendant longtemps, où tout son itinéraire avec Maxime Debeka, le militant. Rapport poète-militant. Oh oui, mais les deux. Les deux. C'est-à-dire que je suis devenu militant, je dirais, malgré moi. Voilà. Je n'étais pas militant, d'abord, j'étais loin de m'imaginer que je deviendrais militant, quoi. En tout cas, c'est la poésie, je dis bien dans la postface, à un moment donné, c'est-à-dire que je fais un parallèle avec Victor Hugo dans Les Misérables, quand il dit, voilà, quand Gavroche se retrouve sur les barricades à cause de Rousseau, des textes. Et moi, je dis, non, c'est pas Rousseau, mais c'est la poésie qui va m'introduire dans le monde, dans le monde des militants. C'est que j'écrivais, je publiais dans des feuilles de Brazzaville et on me découvre. Et Dalagraï avait une commission culturelle de la jeunesse et certainement qu'il manquait quelqu'un. Et là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en fin 66. Hein, là. Il manquait quelqu'un pour ouvrir peut-être ou bien s'occuper de la partie lettres et ces lettres-là qui sont en contact avec le quotidien. Et puis, chemin faisant, bon, petit à petit, et puis bon, responsabilité, prise de parole, et puis je me suis retrouvé militant. Et évidemment, dans ce... Ça a été difficile pour vous? Ça a été difficile pour Maxime Debeka à partir de la parole, du chant poétique à la parole militante? Ou le lien s'est vite fait? Non, le lien s'est vite fait, c'est-à-dire parce qu'il y a cette question de la fraternité. Et depuis le jeune âge, moi j'ai fait beaucoup de scoutisme, le tour, donc voilà, donc pour moi c'était tout d'abord la fraternité, parce que quand j'ai commencé, qu'est-ce que je connaissais de Karl Marx ou de Lénine, voilà. Donc c'est cette fraternité, cette ambiance. Et puis là-bas, dans cette commission culturelle, je crois que ce qui m'a attiré, je dirais happé le plus, c'est que cette idée que la révolution était d'abord un phénomène culturel. Or, j'étais tombé dedans très jeune, comme on dit qu'Obélix était tombé voilà, dans la fameuse potion magique, il n'en avait pas besoin. Donc moi, c'était naturel. Vraiment, c'était cette idée de fraternité. Et évidemment, au fur et à mesure, je commençais à dire, bon voilà, mais socialisme, c'est quoi? Il fallait étudier, il fallait lire, voilà, et puis comprendre. Et puis, il y a, en fait, maintenant, progressivement, je me rends compte que ma nature est que, voilà, ce que je sens le plus, c'est être établir, c'est-à-dire même pas établir, qu'il y avait en moi quelque chose qui me poussait à avoir une proximité étroite avec l'humilié, avec l'offensé, avec les humbles, voilà. Donc voilà pourquoi je dis, ou j'en suis arrivé à dire que voilà, moi je peux douter de tout.
Je peux douter de tout, je peux douter des églises, je peux douter de Dieu, parce que tout homme a cette faculté, mais le doute est régénérateur. Je peux douter, et j'ai douté de Marx, de Gaulle, du capitalisme, du socialisme, mais il y a quelque chose qui reste permanent chez moi, c'est que je ne peux pas douter, je n'arrive pas à douter de ma proximité avec les plus humbles. Et évidemment, bon, ça, c'est pas simple, et c'est souvent douloureux. D'accord. C'est un doute cartésien ou c'est un doute absolu? Presque absolu, hein. Voilà. Voilà. Presque absolu. Alors, donc pendant longtemps, les deux ont cheminé ensemble. Alors, pendant longtemps, les deux cheminent ensemble, et pendant longtemps, et puis est arrivée une période où le militant prend l'avantage prend le dessus plutôt, pas l'avantage, sur le poète, parce que les responsabilités font que, bon, il faut prendre la parole, il faut avancer, bon, créer des choses, écrire des textes. Pour moi, que je n'ai pas gardé, que je ne garde pas, des textes de circonstances, des pièces de circonstances pour les arrondissements. Et pour moi, ce n'était pas vraiment de la littérature. Et là, le poète, ce tapis en moi, n'a plus la force de réagir. Et ce n'est qu'en prison, là, finalement, le poète demande des comptes aux militants. C'est-à-dire que l'homme des Bécas se trouve en face de lui-même. Et donc, à partir de cette période, il y a le poète qui se venge, ou je dirais même la poésie qui se venge par rapport aux politiques, par rapport à la politique. Et là, maintenant, je pense que la poésie a regagné, a gagné ce combat-là. Voilà. Et parlons de la prison, puisque vous avez fait la prison, vous le mentionnez, il faut dire que l'oseille et le citron est un produit, n'est-ce pas? Totalement, voilà. Excepté le poème 980 000 qui avait été écrit bien avant. Voilà, et vous m'avez demandé d'incorporer dans ce recueil. Voilà. L'oseille et le citron, c'est vraiment un carnet de prison. Voilà. Et donc, vous avez fait l'expérience de la prison avec ce carnet de prison qui est l'oseille et le citron. Et il faut dire que c'est des poèmes très durs. Est-ce c'est la conséquence de ces jours? Ou parce que cette âme, n'est-ce pas, était réellement la vôtre? Non, dur, non. Cette poésie... Dire que cette poésie est dure, moi je dirais bien le contraire. Cette poésie, c'est que dès le moment où la poésie reprend sa place, et je crois que je reprends cette virulence dans les mots, dans les dires. Voilà. Et puis je découvre en fait tout ce qu'il y avait en moi, et je me forge. Franchement, je me forge, je me construis. Ouais. Je me construis. Donc finalement, c'est et là, on sent que le face-à-face du poète et du militant, n'est-ce pas, est très rude. Oui. Il y a une forte virulence quand même, il faut le dire, n'est-ce pas, qui dégage, qui part de l'âme du poète. Forcément. Forcément. C'est que la poésie qui a été écrasée, il dit non, c'est-à-dire que donc, au fond, foncièrement, je suis poète. Foncièrement, je suis poète. Oui. Donc, mais comme la poésie a une relation avec la réalité, la poésie, bien sûr, ouvre sur la question de l'être de l'homme. Or, pendant la période très, très, très militante, mais quelque part, c'est-à-dire que l'être de l'homme, mon être à moi, l'être qui m'anime, a été étouffé, écrasé. Or, là, mais cette poésie, donc mon être, je dis, bon, écoute, il y a la réalité, tout ça, militant, mais va prendre la place laissée par la poésie. Maintenant, c'est la poésie qui reprend le dessus. Le dessus, voilà. Ouais. Parce que le substrat est poétique. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, cette citation de Hugo, lorsqu'on parle un peu de ce face-à-face du poète et du militant?
je cite Victor Hugo, il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. Et lorsqu'on lit Lozelle et Citron, c'est l'intérieur de Maxime, n'est-ce pas, dans son expérience. Voilà. C'est l'être, c'est-à-dire que mais c'est Tatiluta qui l'a dit, c'est-à-dire quand il disait dans un mot qui m'avait fait, après la sortie, disons que bon, il disait lui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus mûri entre 4 murs que Maxime Debeka a beaucoup plus mûri pendant 2 ans entre 4 murs que tout le temps qu'il a fait avant à l'air libre, quoi, voilà. Et bien évidemment, c'est-à-dire que c'est le fond, je veux dire que l'âme, c'est cet être-là, et c'est ça l'art, c'est-à-dire que l'art plonge ses racines dans l'être, quel que soit l'art, et quand il y a cette cohésion, quand ça se joint bien avec la réalité, les interrogations, le mal-être par rapport à la réalité, parfois le bien-être, hein, voilà. Donc il se passe quelque chose d'original, de très fort, et vraiment là, on arrive à, je dirais, à l'art, tout simplement. Alors, lorsque je lis le texte qui ouvre donc Lozelle et Citron, il faut dire que ce texte, vous l'avez bien mentionné dans la postface, ne figure pas dans la première édition, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, vous avez perdu les 3 premiers textes et vous avez réussi à les insérer dans cette édition qui a été finalement faite par Obsidian, donc de 2016. Alors, 200, beaucoup plus sûrement, amochés, démolis, dégradés, humiliés et enfournés dans les culs de basse force du pays, acculés dans les tourbières des haines longtemps couvées. Que c'est terrifiant le faciès sans maquillage de fanatisme de toutes les chapelles du tribalisme, que c'est terrifiant les visages verrouillés, la mastication solennelle de cola et de piment sec, les grincements de dents des grands libérateurs du peuple, la pupille en feu de brousse des illuminés défoncés, que c'est terrifiant à plein poumon, à plein gosier, au clairon, au tambour et en rythme cadencé, les vociférations, les hurlements, les rires, les cris, au poteau, su, au boy scout, inventeurs bidons et sans génie de la belle vie, des utopistes, des idéalistes, des semeurs du vent, des emmerdeurs de tout poil et de notre tranquillité, au poteau jusqu'au dernier. Maxime Debeka. Oui. Ah oui, dites-nous un mot. Oui. Non, c'est bon, là aussi, ça dit que c'est... Et on retrouve, il faut dire, la même force qu'on a dans 980 000. Et oui. Pourtant, ces 2 textes ne sont pas écrits dans le même contexte, dans les mêmes circonstances. Il y a un qui écrit, n'est-ce pas, avant l'expérience de la prison, et celui-ci dont... Oui, c'est-à-dire que je pense que la rupture au niveau de mon écriture s'est opérée avant. Parce que 980 000 est très différent des textes, des textes qui sont dans Soleil Neuf. Donc il y a une rupture, et bon, moi je n'avais pas pris vraiment conscience. Parce que là, c'est-à-dire qu'avec 980 000, c'est peut-être la poésie par un chemin de traverse qui dit, mais écoutez, moi je... C'est le premier balisement, voilà, il faut dire. Je suis là, oui. Mais que je ne suis pas encore fini, voilà. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. C'est vraiment en prison où je suis en face de moi-même, voilà, où l'homme Debeka est en face de lui-même, où je me mets à travailler. Et ensuite, la prison m'apporte aussi quelque chose. C'est-à-dire que, parce que quand on lit dans ce texte, dans Soleil Neuf, même plus loin, c'est-à-dire que l'ennemi n'est pas seulement l'autre, ou l'adversaire n'est pas l'autre. C'est qu'en même temps, on peut aussi me retourner, parce que ces chapelles, ces 1000 chapelles là, qui s'affrontent, tout ça. Donc voilà, là, il y a progressivement un recul, je dirais,
aussi une tolérance, et je dirais même, voilà, une sagesse qui vient. Mais bon, ce n'est qu'à dire, hein, l'homme qui recherche la sagesse est un sage. Mais celui qui dit l'avoir trouvé est un fou. Donc pour moi, voilà, j'étais, je crois, dans une démarche où je commençais à sentir le cheminement qui fait et qui va ce cheminement va être très clair, va m'amener un peu plus loin, très loin. Voilà, on le sent dans les recueils suivants. Voilà. Alors, les ruptures, on en parlera avec vous, Maxime Debeka. Tout à l'heure, j'ai mentionné Maxime Debeka poète, j'ai mentionné Maxime Debeka dramaturge, j'ai mentionné Maxime Debeka nouvelliste, j'ai mentionné Maxime Debeka romancier. Donc, on dira que vous êtes un homme, n'est-ce pas, qui a touché à tous les genres. Poésie, roman, nouvelle et théâtre. Alors, où est-ce que vous êtes mieux senti, Maxime Debeka? En poésie. En poésie, oui. Parce que je dis, je suis foncièrement poète. Même mon roman, quand on le lit, bon, c'est le roman d'un poète. Hein? Et bon, certains sont gênés avec ce roman, disent, ah non, on le préfère poète. C'est vrai que c'est le roman d'un poète, parce que j'ai toujours des difficultés à me lâcher, parce que je suis toujours pris, saisi, bloqué, arrêté par un mot ou deux. Il faut que les mots soient justes, précis, et ça, bon, parce que pour moi, les mots sont des matériaux de la poésie, comme un sculpteur de bois, ben, le bois sera son matériau, comme un danseur. Un danseur, son matériau, c'est, parce qu'on dit toujours que, bon, c'est Nietzsche qui le disait, que le danseur, c'est le sculpteur de son propre corps. Donc, le danseur, lui, son instrument, son matériau, c'est son corps. Donc, après la poésie, là où je me suis senti plus à l'aise, c'est avec le théâtre. Le roman, bon, voilà, j'ai encore des difficultés. Voilà, parlez-nous de votre cheminement dramaturge. Bon, c'est tout d'abord, moi je crois que le théâtre, ça a commencé avec le scoutisme. Voilà, c'était des sonnettes, tout cela. Et après, pendant la période militante, pour moi, les arrondissements me demandaient des petites pièces courtes d'animation, des textes de circonstances, tout ça. J'écrivais, bon, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, ou bon, après, bon, certains, je les ai montés. Puis après, je me suis mis à lire beaucoup de théâtre, parce que je me suis dit, bon, le théâtre, c'est quelque chose qui est intéressant. Je me suis mis à lire et j'ai voulu suivre aussi l'exemple de Sylvain Bemba, voilà, qui était vraiment un homme de théâtre. Donc je me suis mis à beaucoup lire et avec mes voyages à l'étranger, mes études, à fréquenter les salles de théâtre. Et quand je suis rentré, bon, j'étais un petit peu embêté, bon, avec les théâtres que je voyais ici, les théâtres qui n'étaient pas au niveau de l'art dramatique et qui n'étaient pas totalement nôtres. C'est-à-dire qu'on imitait, tout. Voilà pourquoi plus tard, quand je serai le médiateur général, je vais créer le centre de formation et de recherche en art dramatique pour que l'expression soit nôtre. Même si on joue Molière, mais on doit le jouer. Moi, je pensais qu'on devait le jouer en tant que Congolais, africain. Et avec le CEFRAD, évidemment, je me suis... avec le contact avec eux, mon écriture a aussi changé. Comme il y avait cette idée de recherche dramatique. Et, évidemment, j'ai un principe, une règle, je ne publie pas s'il n'y a pas un saut qualitatif, un changement, une rupture. La poésie, c'est pareil, quoi. Tous mes recueils de poèmes marquent un saut, une rupture dans le style, dans la pensée. Vraiment, ce sont des étapes dans mon cheminement. Et le théâtre également. Bon, le théâtre, j'ai encore
un problème. Bon, j'ai plusieurs pièces de théâtre inédites, mais j'ai toujours quelque chose, c'est-à-dire que je n'arrive pas encore à casser les formes comme je casse tout en poésie. Donc là, je n'ai pas encore publié ces textes parce que bon, je n'en suis pas satisfait parce que je veux arriver à tout faire exploser quoi dans mon théâtre. Mais je n'y arrive pas encore. Voilà, comme vous dites que je suis un grand écrivain, bon, je dis qu'un grand écrivain, un écrivain est toujours un apprenti. Voilà. Naturellement. Alors, vous parlez des ruptures et nous parlons des ruptures avec vous. Les ruptures, n'est-ce pas, qui veulent simplement dire aussi que Maxime de Bécale n'est pas l'homme des constances. Généralement, on trouve des auteurs qui restent constants un peu dans leur style, dans leur façon de, n'est-ce pas, de dire leur chant poétique. Mais chez Maxime de Bécale, on a ces ruptures naturellement dans le style, mais également votre itinéraire est, il faut dire, changé de beaucoup de ruptures. Oui. D'abord, plusieurs ruptures, oui. Ouais. Bon, d'abord, de formation de culture très chrétienne. Culture très chrétienne, très chrétienne. Mes parents m'avaient programmé pour entrer au séminaire. Voilà. Et première rupture, je n'y vais pas. Bon, désespoir de mes parents. Je fais mes études ici, et puis, autre rupture, je décide d'aller dans une école militaire française, en tant que Français, alors au grand désespoir de mes parents, parce que militaire, j'ai dans ma famille un oncle qui est revenu fou du Vietnam. Voilà. Et rupture, bon, je vais à l'école militaire de l'armée de l'air. Bon, là, je ne fais pas les choses comme n'importe qui. Je crée des groupes de musique, un groupe vocal, et qui se met à tourner, voilà, pour l'école. Et je peux continuer. Bon, rupture aussi, quand je deviens militant, je deviens marxiste. Alors que ma culture, voilà. Et je peux continuer, rupture, tout le temps je peux continuer. Je peux continuer. Aller, quitter le pays, choisir voilà, l'éloignement pour me faire, revenir chaque fois que cela est possible. Voilà. Et tout ce long, c'est-à-dire que toutes ces ruptures correspondent vraiment dans mon écriture à reflète une partie, par exemple, je dirais, de ma vision de l'art. En Soleil Neuf, bon, on sent l'influence de cette littérature française que j'ai, voilà, appris dès la 5e ou 4e, voilà, il y a cette influence, et progressivement, j'essaye. Là, dans Soleil Neuf, j'essaie d'écrire comme mes aînés d'Afrique, voilà, en parlant de la période coloniale. Mais je me rends compte que la période coloniale, les misères coloniales, je ne les ai pas connues. Les autres, les parents qui étaient là, pouvaient parler, voilà, de sang noir, tout ça. Donc, voilà. Et immédiatement, sans m'en apercevoir, je me mets à traiter du quotidien, quoi, voilà, ce qui est autour de moi, ce que je vois, ce que je sens, la misère, voilà. Et voilà. Et rupture aussi, bon, c'est au moment où, bon, je dis, bon, voilà, on me dit, bon, directeur général de la culture et des arts à 24 ans, il faut maintenant se mettre à construire, à bâtir, à ramener les actions culturelles que nous faisions au niveau de la jeunesse, les ramener au niveau de l'État et construire ce département. Bon, rupture plus tard, bon voilà, 72 c'est une rupture énorme, quoi, la prison. Rupture encore, et là encore je dis, bon, je n'aurais pas fait ce que j'appelle mon université populaire, la vraie africaine, si je n'avais pas été en prison. Parce qu'après l'enfermement, je suis envoyé, je suis mis en résidence surveillée dans un village, c'est le village de ma grand-mère.
Mais c'est, bon, imaginez, je suis de la ville, né en ville, mon père petit fonctionnaire, tout ça, et on vient me dire, non, non, tu vas aller au village, c'était le drame pour moi. Je crois que ce jour-là, si on m'avait demandé de dire, bon, il faut choisir, mais je crois que j'aurais choisi de rester entre les quatre murs. Mais, voilà, à ce point-là, voilà. Et je suis parti, alors ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ce que j'ai vu, senti, moi, c'est où j'ai appris le pays, quoi, où j'ai appris l'histoire du pays, où j'ai appris les mythes, où j'ai appris... Et là aussi, mon écriture change, et on le sent dans les signes du silence, quoi, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est maintenant, si je pouvais les citer, toutes ces ruptures-là, mais c'est vrai que je ne peux pas rester enfermé dans un style, je ne peux pas considérer fini, terminé, arrivé au bout de mon itinéraire. C'est impossible, c'est impossible. D'abord, l'art lui-même, voilà, comment dire que voilà, cette chose voilà, qui n'est pas dissible, cette chose voilà, qui mystérieuse qu'on a, qui vient là, bon voilà, comment on peut dire que voilà, j'ai fini d'aborder, de contourner, bon, non, c'est que chaque fois cette chose mystérieuse vient, se présente avec des visages différents. Le problème, c'est de sentir, de voir ce visage différent, et ce visage, on le peint différemment, évidemment. Et de savoir capturer également ce visage. Alors, Maxime Debeka, je vous invite à la lecture d'un texte que vous lirez comme ça au choix. Nous avons là L'Oseille et les citrons, l'édition du Jubilé, Obsidiane, Le Monde de la lire, l'Obsidiane. Nous avons Toi le possible chimérique, suivi les divagations de rêveurs insomniaques. Et vous avez quelques vieux manuscrits avec vous. Oui. Voilà, le choix est porté de quel côté? Parole insonore. Parole insonore. Donc, oui. Publié en 1990. Je n'ai pas le livre là, mais j'ai au moins le manuscrit que j'avais envoyé. Assis ou debout, je voyage en immobile. Personne ne sait. En rêvo-propulseur à solitude immortelle, vivant ou mort, je chemine. Personne ne sait. Jusqu'à l'extrême impasse, l'holopin arabe de l'espoir. Jusqu'à cet ici de moi ouvert à la page où tu es femme en terre charnue. Autant le temps, nature, l'espace, je prescris un corps vivant. Prochainement, dès aujourd'hui de là-bas, comme si le voyage se dépouille de ses réserves d'énergie, comme si le temps déroute les astronefs imaginaires. Le poète dit, ici, comme si, le soleil dilate la gorge de l'espérance. Ici, comme si la lumière tricote ses doigts de caresse. Ici, comme si la nature vertige de contentement. Elle dit, sonne le point, dévisse la virgule, lève le verrou, bascule la barrière, déplace l'ultime mot, entre, c'est bien ici. Merci. Alors, pourquoi ce choix, Maxime? Ce choix, pour montrer, je dirais, l'évolution, c'est que la problématique, comment, bon, de Soleil neuf, je passe à L'Oseille et les citrons, et L'Oseille et les citrons, je passe à Les signes du silence, et après Les signes du silence, il y a la danse d'un combat ensorcelé, et là, quand j'ai parlé au début de cette question de l'être qui anime chaque homme, chaque femme, voilà, cet être-là. Et là, je crois que ce choix pour montrer comment les contingences presque extérieures de plus en plus, ne pèsent, je dirais, de moins en moins. Et là, c'est vraiment
l'être et cette poésie, évidemment, de plus en plus devient, on dit que là, elle devient métaphysique, voilà, mais toute poésie digne ouvre sur la question de l'être de l'homme. Ouais. Toute poésie qui est véritable, à un moment donné, c'est-à-dire que joint, allie, marie la poésie. Voilà, la poésie, c'est être et la réalité. Bon. Et là, en tout cas, ce choix de poème, c'est pour montrer que c'est tout ce cheminement, voilà, que je suis, en parlant de rupture, que je ne suis pas resté voilà, sur mes acquis et que je suis ouvert et je me laisse porter. Vous voulez la rejoindre, n'est-ce pas, cette parole d'Aragon qui pense que rien n'est jamais acquis, ni votre force, ni votre... Voilà. Et vous allez tout le temps à la reconquête, n'est-ce pas, de ces énergies, à la reconquête de cette force, à la reconquête, n'est-ce pas, de ces équipes. Il faut se remettre en cause. C'est-à-dire que cela, je peux le faire parce que, bon, c'est-à-dire que, bon, je suis dans le domaine artistique, de l'art, bon, je peux le faire et, bon, quelque part, ce n'est pas une volonté propre, ce n'est pas vraiment cérébral, quoi. C'est-à-dire que ben, je suis comme je suis et, bon, voilà, je dois me renouveler. Je dois aller à la conquête, je dois aller à la reconquête. Et bon, voilà. Et je ne dis pas que j'ai raison. Parce que là, comme dit Saint Augustin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon, voilà. Donc, je ne dis pas que j'ai raison, mais moi, c'est ma démarche. Voilà, c'est ma démarche et d'autres auront d'autres démarches. Mais bien sûr, cette poésie, évidemment... les gens souvent sont perdus, quoi. Ceux qui m'ont suivi, perdus et disent que de plus en plus elle devient hermétique. Mais moi, je ne la trouve pas hermétique en tout cas. Alors, il faut dire que vous êtes arrivé aussi d'écrire des poèmes d'amour, Maxime Deveka. Et c'est Tart qui dit que ce n'est pas toujours facile d'écrire des poèmes d'amour parce que la tentation est grande d'aller vers des déclarations, n'est-ce pas, de tous les jours, où finalement on ne sent pas de la poésie, mais on sent simplement des sentiments. De tous les jours, des sentiments, au lieu de sentir l'art. Alors, je vais lire un extrait d'un texte qui est à la page 70 dans L'Oseille et les citrons, c'est Lettre à M. Comme le manguier marqué par la pluie de septembre, mon cœur rongé par les termites du temps et de l'attente s'essuie les larmes et s'en va très loin sur les chemins violentés par la fumée laiteuse de l'aube, malgré les filets lourds des fenêtres de cette prison-ci. Les battements intermittents de mes paupières, les sirènes de la trahison font de la glace et de la peur, les fréquences de nos souffles, de nouveau en résonance, je m'enfoncerai dans ces chemins où, dans chaque tournant, derrière chaque porte, sous chaque pont, une flûte de bambou qui me chante cet air de toi, tes plaintes, tes soupirs. Je m'arrête là, Maxime. Oui, mais Tart l'a bien dit, c'est-à-dire que dans Soleil Neuf, il y a bien quelques poèmes d'amour, mais il manque d'expérience, parce que c'est là aussi, il faut faire attention, c'est-à-dire que même au début, certains critiques me disaient, bon voilà, attention, la poésie, les poèmes, c'est pas des sentiments. Bon, c'est que aussitôt, on ne le comprend pas, c'est qu'il faut le vivre, il faut avancer. Parce qu'effectivement, des poèmes, l'art, c'est pas des sentiments. Parce que les sentiments, on les ressent, hein, sinon tout le monde se mettrait... Donc, c'est l'expérience. C'est-à-dire que quand on a aimé vraiment, ou bien quand on a perdu la personne qu'on a énormément aimée, quand on a été éloigné de la personne qu'on aime, il y a quelque chose, ça ne sort pas, ça ne vient pas du cerveau. C'est tout l'être qui parle, qui crie, ou bien voilà. Et cela est vraiment très, très important. C'est-à-dire que, c'est un texte que je reçois pas mal de textes, des jeunes poètes qui m'envoient aussi bien en France, ou bien des poètes qui viennent d'ici. Bon, c'est souvent très difficile de faire comprendre, parce que
l'art, ce n'est pas du journalisme, où on réagit à chaque événement. Voilà, donc, là, par exemple, quand des poèmes où, voilà, un poète, bon, je veux parler de la femme, prendre la place de la femme, c'est bien. Mais quand on sent, quand on voit ce que certains musiciens, auteurs, compositeurs de notre rumba ont écrit sur la femme, c'est qu'en prenant la place de la femme, il y a, je dirais que nous, auteurs, écrivains en français, ben, on est encore très loin. Donc, il faut de l'expérience, il faut avoir, même quand on a... Je faisais des exercices, c'est en 95, j'étais ici, j'ai monté un spectacle de danse. À un moment donné, je prends des danseurs, je dis, écoutez, un exercice, bon, vous avez perdu votre enfant. Vous l'avez là, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais, non, il se passe rien, il dit, c'est pas ça. Mais quand je lui dis, voilà, dans ta vie, est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un? Est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un dans ta vie? Comment s'appelait cette personne? C'est un tel. Il dit, bon, pense à ce moment-là. Évidemment, tout change. Tout change radicalement. Et c'est ça l'expérience. Les comédiens, ce sont les gens qui vont plonger dans les expériences, les multiples expériences qu'ils ont en eux pour jouer une scène d'amour ou pour jouer une scène de mort. Voilà. Parce que s'ils ne plongent pas dans cette expérience-là qu'ils ont, quand ils ont accumulé, mais ce qui passera, c'est effadé, c'est artificiel. Alors, puisque vous parlez de l'expérience, Maxime Ndebeka, et naturellement, vous êtes poète, vous croyez, n'est-ce pas, au talent ou vous croyez au travail de l'artiste? Je crois au talent, mais le talent, sans le travail, on n'aboutit à rien. Il y a plein de gens qui ont du talent, mais qui n'ont rien fait de leur talent. J'ai dit tout dernièrement, là-bas au Mangui, il disait, bon voilà, bon, tout le monde maintenant croit, prie, hein, bon, prie. Bon, alors il dit, mais je vais expliquer ce qui va se passer pour le jugement dernier. Quand un poète ou un artiste, musicien, danseur, sculpteur, tout ça, bon voilà, écrivain, se présentera devant Dieu, Dieu ne lui dira pas, voilà, je veux voir, c'était pour donner une image, j'ose, hein, j'ose, voilà, Dieu ne lui dira pas, bon voilà, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, il dira, bon, je t'ai donné une parcelle pour pouvoir ajouter quelque chose à la création. Qu'est-ce que tu en as fait? Si ce talent, on en a fait, moi je pense que si l'enfer existe, ben, ils vont se retrouver en enfer. Il n'y aura que ça pour les artistes. Donc le talent, c'est quelque chose, c'est quoi tout ça, quelque chose? Parce que, j'ai dit encore, maintenant, prenons les écrivains. Mais nous ne connaissons pas, les écrivains, poètes ou quoi, ne connaissent pas la langue comme les écrivains français, comme par exemple les éminents professeurs de français. Eux, ils connaissent la langue, ils l'ont étudiée, bon, mais nous, on ne la connaît pas comme eux. Mais ces professeurs, ces critiques, ces penseurs qui manient la langue, mais ne sont pas tous des écrivains. Donc il y a autre chose. Et ces professeurs, ces écrivains, eux, ils travaillent sur nos imperfections, sur nos fantaisies, sur ce que, voilà, et même nos fautes qui peuvent devenir, qui seront peut-être des styles. Donc là, le talent, c'est quelque chose, mais sans travail, ben, on n'arrivera à rien. Voilà. Alors, Maxime Ndebeka, l'Osel et Citron, il faut dire que lorsque la première édition, n'est-ce pas, était présentée, il y avait juste là la préface de Sylvain Demba, alias Simontari. Et dans la réédition, vous avez, n'est-ce pas, osé placer une postface où vous nous présentez votre itinéraire, où vous nous présentez, n'est-ce pas,
tous les moments difficiles et que tout ce que vous avez rencontré. Mais je dis que bon, j'ai osé. Non, c'est-à-dire que vraiment, c'est mon éditeur qui a tenu parce que bon, ce matin, je regardais des vieux papiers que j'ai à la maison et même pour la 4e de couverture du Soleil Neuf, les éditions Claire du Cameroun m'avaient demandé d'écrire cette 4e de couverture. Oui. Et là, je me suis rendu compte, je disais déjà que non, je ne sais pas parler de moi. Déjà, c'était en 69. Oui. Bon. Donc là, c'est vraiment, ça a été une véritable bagarre avec mon éditeur qui dit... Et pourtant, vous avez dit l'essentiel de vous. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est la chute que vous nous présentez dans cette postface. Et je lis un extrait de cette chute, Maxime Ndebeka. « Je vivais dans un monde d'inégalité sociale, d'aliénation culturelle. Je n'ai pas pu m'y faire sans chercher à le modifier. C'est donc naturellement que je me suis retrouvé au cœur de la revendication révolutionnaire. Mais chemin faisant, je me suis aperçu qu'aucun projet politique entretenu ne m'a rendu entièrement heureux. Sans doute, je suis demeuré foncièrement poète. » Fin de citation, et c'est la fin de votre préface. Alors, j'aime bien cette chute de votre postface et j'aimerais bien entendre un petit mot de commentaire de Maxime Ndebeka. Oui, mais c'est la poésie, l'art, c'est éternel. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une progression, une avancée, c'est-à-dire que bon, on monte, ça ne s'arrête pas, quoi. Et cette recherche permanente de la beauté, l'harmonie, la beauté, elle est insatiable, quoi. Cette faim, elle est inassouvie. Elle est insatiable. Mais le politique, c'est-à-dire que quand une chose est faite, on dirait qu'elle est clôturée. Voilà. Il faut accepter une théorie, ça s'arrête là. Non, voilà. Et il faut se satisfaire de ce qui est fait là. Et c'est là où, par exemple, moi, j'ai vécu ou je vis cette contradiction entre le militant et le poète, entre le politique aujourd'hui et le poète. Voilà pourquoi je dis qu'aucune politique ne m'a rendu heureux. Même quand une chose est gagnée, l'autre côté, bon, dit qu'il y a encore plus à faire. Voilà. Donc là, la recherche de la beauté, elle est interminable. Cette soif, cette faim, elle va être inassouvie. Et c'est bien, heureusement, cela veut dire que voilà, on va toujours chercher plus d'humanité, plus de liberté. Voilà, toujours, toujours, toujours. Et ce qui fait l'être de l'homme. C'est ce qui fait l'être de l'homme. Voilà. Merci Maxime Ndebeka, ami culturel. Nous recevons sur ce plateau dans l'édition Cultura Maxime Ndebeka qui est, n'est-ce pas, le grand poète, n'est-ce pas, vivant, le grand poète congolais vivant et avec qui nous venons donc d'échanger. Mais Maxime Ndebeka, avant de nous quitter, je vous invite une fois de plus à nous lire un dernier texte pour clore, n'est-ce pas, cet échange, pour clore ce moment merveilleux. Voilà. Toi, le possible chimérique. Toi, le possible chimérique. De périple en périple, il coagule dans le cœur l'idée que, dès son premier cri, l'homme voyage sans fin ni cesse sur les récifs. Donc, il eut le chant de coq après une longue obscurité ténébreuse, l'émission d'ondes euphoriques dans les tissus atones de l'âme. Et puis, il se fit une source fraîche de la lumière, le surgissement de la ligne d'un horizon de grande beauté, la transmutation de la sève du rêve en saveur de vie, le façonnage du voyage inédit vers la terre promise. Ainsi il s'opéra la mue des nodules de douleur en bourgeant à jour de joie, la concrétion de l'espoir dans l'architecture de l'aurore, la genèse d'une épopée au parfum de goyave
bien mûr. Mais aussitôt le lever de voile premier, l'aube déploya tant l'opulence de la saison émergente que des exaltés se ruèrent à la peau de l'aventure, qu'ils conduisirent aveuglement sur une barrière de récif, là où naufragèrent les silos à semences de l'avenir. L'ivresse excessive rétrécit le flair des vigiles des sens. L'irréflexion anticipe les ravages des vipères cornues. Des cactus déglinguent les gènes de l'aventure. Merci Maxime Ndebeka. Alors, amis culturels, voilà, c'est par ce texte que nous nous quittons avec Maxime Ndebeka, qui était donc notre invité. Merci d'avoir répondu à cette invitation de Cultura. Et merci. Et merci d'avoir pu insister et réussir à vous arracher, n'est-ce pas, pour répondre à cette invitation. Alors, comme on dit, puisque la poésie, c'est, n'est-ce pas, c'est cheminement vers l'absolu, et toujours insatisfait de vos succès, je vous dis bon vent dans cet itinéraire, n'est-ce pas, qui sans cesse vous achemine vers le vrai succès. Merci. Maxime Ndebeka.